Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. Aujourd'hui, 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. On parle dans cette édition de cette pathologie qui tue 90% des personnes atteintes. Principale cause, le cancer de la peau. Et puis on parle du maraîchage et de ces nombreux maraîchers qui utilisent les engrais et intrants chimiques pour booster leur production et accroître leur rendement. Une pratique qui n'est pas sans effet sur l'environnement. Et puis enfin, si vous avez envie d'investir dans la terre et que vous avez des difficultés pour accéder au financement, on vous révèle dans cette édition des mécanismes pour y arriver. À ce jour, 90% des personnes atteintes d'albinisme meurent avant l'âge de 30 ans d'un cancer de la peau. À cause des facteurs génétiques ne permettaient pas à ces personnes de produire de la mélanine, elles se retrouvent extrêmement enclins à développer des lésions cutanées causées par les rayons du soleil. En ce 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, on s'interroge sur ce qu'il faut faire pour lutter contre le cancer de la peau. Cette dame souffre du cancer de la peau depuis environ 2 ans. Aujourd'hui, sa maladie a atteint un degré supérieur. Et pour s'en sortir, il lui faut un traitement adéquat qui nécessite un lourd investissement. Incapable de supporter les charges financières, elle rompt le silence. Le mal a commencé par de petits boutons qui grossissent et qui deviennent des plaies. Tout mon corps dégage une mauvaise odeur. À ce stade de la maladie, il est difficile de trouver des traitements disponibles sur place, affirme ce dermatologue. Selon lui, la prise en charge du cancer de la peau chez les albinos à l'étape primaire est l'une des meilleures solutions. Quand la personne vivant avec l'albinisme a une lésion cutanée et que cette lésion cutanée s'est déjà cancérisée, métastasée, en général, le dermatologue ne peut plus rien. Et même au niveau des chirurgies, si la chirurgie n'a pas lieu très rapidement, en général, les métastases viennent à bout donc, du décès de ces patients. Le pronostic est grave. Pour l'heure, pas de solution à apporter au mal que constitue l'albinisme. Sa guérison requiert une intervention chirurgicale particulière. On ne guérit pas de l'albinisme parce que c'est une maladie génétique. Et si on doit le guérir, il faut aller faire des thérapies géniques. C'est-à-dire qu'on va faire des thérapeutiques sur les gènes. Or ça, nous n'avons pas encore les moyens de le faire. Et donc, il faut rester dans ce qui donne plus de résultats. C'est-à-dire suivre l'albinos tout au long de sa vie. Et dès qu'il y a quelque chose, on attaque directement. Comme ça, nous sommes sûrs d'annihiler tous les processus qui vont vers la cancérisation. Et nous sommes sûrs également de partager avec les albinos les meilleures règles de protection solaire, de partager avec eux les écrans solaires pour éviter la cancérisation. C'est seulement dans ce volet-là que nous pouvons avoir donc des résultats. Avoir des résultats efficaces et fiables, c'est possible au Bénin, mais à une seule condition, prévient le dermatologue. Il s'agit en effet de l'exonération des frais de consultation régulière des albinos et même leur prise en charge sanitaire dans le secteur privé comme public, qui jusque-là tarde véritablement à prendre. Parlons à présent de maraîchage. Savez-vous que pour une meilleure et rapide production, certains maraîchers font recours à l'utilisation des intrants chimiques, des engrais, des pesticides, voire même des insecticides. Or, l'utilisation de ces produits dans le maraîchage n'est pas sans inconvénients sur l'environnement et encore plus sur la santé publique. Voici le reportage que nous propose une équipe de la rédaction. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures, conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques.
anglais duna wa so beaucoup si maman bi. Bon, une semaine, 2 semaines goudou mais tu vois mais massage. On voit on t'a 2 bon mais l'exercice galé sous ça. Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produit chimique utilisé, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez l'esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de remanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si sont mitoyens n'utilisent pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de remanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Et puis, de plus en plus de jeunes s'investissent dans le secteur agricole. Mais très souvent, l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Question, quels sont donc les différents mécanismes pour permettre à ces jeunes-là d'avoir accès au financement et surtout à la terre? Eh bien, des réponses ici avec Djibril Azonsi, il est ingénieur agroéconomiste. Pour ce qui concerne l'accès au financement, pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui à leur tour mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas, pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux.
tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Hors de nos frontières à présent, il est érigé un lieu de mémoire baptisé Jardin d'Afrique où sont enterrés de nombreux migrants. L'objectif est de rendre hommage à ceux qui rêvaient d'Europe et qui ont perdu la vie en cours de traversée. Sens et portée de ce lieu avec nos confrères de France 24. 5 oliviers pour symboliser les piliers de l'islam, mais aussi des vignes réparties le long des murs, en hommage aux 12 apôtres. Dans ce cimetière multiconfessionnel, Rachid Koraïchi, artiste algérien, a voulu offrir une sépulture digne aux candidats à l'exil morts en Méditerranée. Donc je l'ai appelé Jardin d'Afrique, je n'ai pas appelé cimetière d'Afrique, Jardin d'Afrique. En lisant les textes coraniques et dans aussi l'Ancien et le Nouveau Testament, les plantes du paradis. Au milieu des plantes, le drame est bien présent, symbolisé par ces tombes en partie construites. Tu as cet endroit-là, et là, ça c'est une tombe. Donc, la tombe est en dessous. Près de 200 personnes sont déjà enterrées ici. Le cimetière, basé sur 2 étages de tombes souterraines, peut en contenir jusqu'à 600. Les plantes. On le voit visuellement. Par exemple, les corps sont arrivés les derniers. Donc on voit cela, il y a juste une stèle avec des codes dessus pour qu'on les repère. Derrière, c'est les mêmes qui sont arrivés aussi, dans la mer Noyade malheureusement, mais on a déjà commencé à leur structurer physiquement les tombes. Sur les pierres tombales encore inachevées, beaucoup n'ont pas d'identité. La majorité viennent d'Afrique subsaharienne. Le corps est arrivé à rire. Et c'est un bébé. Donc la plaque, elle est là, et on va rajouter après, donc, dessus, le code ADN. Un code ADN qui permettra aux familles de récupérer les corps. Pour Rachid, ce lieu est un don à la Tunisie qu'il a entièrement financé. J'enterre des gens, alors que c'est pas mon job, c'est vrai, je suis artiste, mais en même temps, ceux qui respectent les morts respectent les vivants. Ça, pour moi, c'est fondamental. Il fallait aussi, selon lui, aider la municipalité de Zarzis, qui n'arrivait plus à gérer l'engorgement de ses cimetières. Il y a déjà plus de 1000 dépouilles enterrées dans un autre cimetière près d'ici. On n'a pas assez d'espace, donc tous les 5 ans, on doit empiler les tombes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 557 personnes sont mortes depuis le début de cette année en tentant de rejoindre les côtes européennes. Et c'est tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 22h pour l'entretien de ce dimanche. On parle de l'offre touristique pour la destination du Bénin. Portez-vous bien et à la prochaine.